tout le monde. Je laisse installer les derniers. Donc on est ici pour vous faire partager une expérience qu'on vit depuis 6 mois maintenant. Donc on a instauré une méthode agile qui s'appelle le Scrum. Alors je ne connais pas les niveaux d'implication de chacun dans ces méthodes-là, donc on va peut-être parler de basiques, de choses basiques, mais voilà, l'avantage de nous, c'est de partager une expérience réelle, terrain qu'on a vécu. On n'initie pas le Scrum, on l'a instauré chez nous et voilà, on le pratique au quotidien. Donc je pense que c'est intéressant de partager ça. Alors on est dans le monde de l'édition, ce qui fait une particularité. Je sais qu'il y en a qui utilisent des méthodologies plutôt dans le développement en SS2I, d'autres dans l'édition. Voilà, nous on est dans l'édition et en plus en mode SaaS, ce qui fait des particularités, on verra tout à l'heure. On a des releases assez fréquentes, etc. Voilà, la méthodologie peut jouer selon ce qu'on en fait. Donc moi je suis Grégory Cladera, CIO de la société, cofondateur avec Régis qui a le rôle de CTO et qui a un rôle de PO. On verra tout à l'heure les rôles dans Scrum. Voilà, moi je suis rôle de client et on verra aussi pourquoi tout à l'heure. Donc on vient ici, le titre parle de lui-même, on vient fêter donc notre 12e sprint. On fait des sprints de 2 semaines, donc ça fait 6 mois aujourd'hui qu'on a instauré le Scrum. Un petit historique rapide pour vous présenter qui est RG. J'ai commencé un petit peu. Naissance du projet et de la société fin 2008 à l'initiative de Régis. Donc on a fait un POC et un prototypage de l'outil. Donc notre cœur d'activité, on fait un outil pour faire du monitoring, autrement dit de la supervision de parcs informatiques qui peuvent être des serveurs, des VM, des PC en mode SaaS. Voilà. Donc on a créé un outil pour combler une brèche. Il y avait un trou en outil de monitoring, il y avait des outils dédiés grand compte. Ou l'open source comme Nagios, on est venu créer une nouvelle offre à travers le SaaS pour répondre aux besoins et vulgariser entre guillemets le monitoring. Voilà en gros. Fin 2008, donc création de la société, Régis et moi-même j'en ai parlé. 2009, rentrée d'un associé qui ne peut pas être là aujourd'hui pour raison technique. Edouard qui est venu ici pour nous apporter cette expertise de développement et qui est venu développer l'outil pour qu'on mette en version de production. Et donc on a sorti l'outil, première mise en ligne, septembre 2009. 2010, 5 personnes, augmentation du capital 50 000 €, ce n'est pas le sujet du jour. 2011, on est 8, maintenant 9. Passage en SAS suite à la levée de fonds et l'adoption, j'en ai parlé tout à l'heure, au mois de mai 2011 du Scrum. Donc dans les 9 personnes, pour avoir la répartition, on est 5 développeurs, je dirais même 6. Il y a 6 à la technique, sachant qu'il y a Régis qui est PO. Un PO n'étant par définition ne doit pas trop développer. Bon, nous on a fait le choix que Régis quand même participe parfois au sprint et prend quelques stories. Alors c'est des mots un peu vulgaires, mais on verra tout à l'heure ce que ça représente. Alors j'en ai parlé, éditeur de monitoring de serveurs, on en a parlé, je vais pas m'étaler là-dessus. L'accès à une console web au paramétrage, développement continu, mise en production fréquente, j'en ai parlé, on a des releases assez fréquentes, ce qui fait la particularité. Pour parler un petit peu technique, même si ce n'est pas mon volet, back-office, base SQL, programme spécifique, donc l'agent qui est en C++, en framework Qt, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une librairie. Front Office, PHP, JavaScript, et là on est en passage de framework Symfony 2, voilà, ça parlera peut-être à certains. L'agent, voilà, il est multi-OS aujourd'hui, on change un agent Linux, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut monitorer tout type d'OS. L'équipe, donc Edouard, notre 3e associé que je vous ai parlé tout à l'heure, Régis, Grégory, Alexandre, un développeur C++, Valentin qui est ici aujourd'hui, qui nous a rejoint récemment, Greg en développement, Fabien qui est ici, qui est notre webmaster, donc qui s'occupe sur la couche web, Marie et Natacha sur la partie administrative, qui m'assistent sur la partie administrative de la société. Donc pourquoi le Scrum? Je vais laisser parler Régis là, parce que là c'était plutôt en général un diagnostic plutôt technique, même si on verra que le management peut se coupler à ça, et il y a un intérêt aussi en termes de management sur la méthode agile. Donc pourquoi Scrum? En fait, il a fallu au départ qu'on sorte du mode héros. Donc le mode héros, qu'est-ce que c'est? C'est un mode où au départ on a une idée, on fait un logiciel, on ne sait pas trop où il va aller, on ne sait pas trop si on va le vendre, etc. Et donc on développe sans vraiment s'organiser. Ce qu'il faut, c'est produire quelque chose qui marche. C'est la méthode à l'arrache, c'est ça? C'est un peu la méthode à l'arrache, voilà, exactement. On fait beaucoup de proof of concept. Alors proof of concept, c'est un mot bien scientifique, mais en fait, ça veut dire qu'on teste beaucoup de choses. On fait des prototypages, etc. Par contre, bon, évidemment, au niveau
planification, c'est un peu trop hasardeux. L'avantage de tout ça, c'est que du mode héros, c'est qu'on va vite, on travaille beaucoup, on produit beaucoup, mais on est incapable de planifier. Voilà. C'est-à-dire que le jour où on sort la version 1, on la donne au commercial pour qu'il aille la vendre, le commercial immédiatement il revient avec des tas d'idées, parce que évidemment le produit est un peu incomplet, et on est incapable de lui dire bah, ça on va pouvoir le produire pour telle date, ça pour telle date, ça pour telle date, pour satisfaire tel ou tel client. Donc ça c'est un problème. Donc à un moment donné, tout éditeur a besoin de sortir de ce mode héros, qui est très bien au début, mais après qui est inadapté. Besoin de méthodologie de projet, puisque l'équipe qui grossit, c'est forcément des problématiques de management, des problématiques de répartition des tâches. Donc ça, ça s'invente pas. C'est-à-dire que quand on est très peu, quand on est une toute petite équipe, tout le monde sait à peu près ce qu'il doit faire. Ça va tout seul, on va dire. Dès qu'on devient 3, 4, 5, 6, il faut bien alimenter les gens pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont à faire. Besoin d'organisation pour les développements. C'est vrai qu'on commence à produire beaucoup de code. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 lignes de code, grosso modo, tout compris. Il faut savoir que le code qu'on produit, c'est un peu une richesse. C'est un peu la richesse de l'entreprise, mais c'est beaucoup une charge, en fait. C'est-à-dire que ce code, il faut l'entretenir, il faut qu'il soit maintenable. Il faut qu'il soit de bonne qualité, donc forcément il faut documenter. Il faut qu'il soit documenté, il faut qu'il soit commenté. Donc tout ça implique des méthodologies précises et efficaces. Quoi. Donc là encore, les méthodes agiles, plus globalement que Scrum, y répondent. Besoin de visibilité au niveau de la roadmap, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut des outils efficaces pour estimer la charge des développements futurs. C'est-à-dire que chaque fonctionnalité, on doit être capable de dire en combien de temps on va la faire et quand est-ce qu'on va la livrer. Renforcement de la qualité, c'est vrai que là on s'est appuyé sur des pratiques extreme programming pour essayer de renforcer la qualité du code produit. Puisque le code, voilà, dès qu'on commence à avoir beaucoup de code, forcément, statistiquement, on injecte des bugs. Donc, le jeu de tous les jours, c'est d'essayer de réduire au maximum ce ratio de bugs en introduisant de la qualité. Donc, des tests unitaires, des choses comme ça, des tests fonctionnels. Voilà. Donc là, on va vous présenter les outils et méthodes. Donc, on l'a pris dans un ordre particulier. Hein. Alors, tout s'entremêle. Donc, là, on va présenter le backlog. Régis va vous présenter le backlog. On va vous présenter un petit peu tous les outils que constituent et qui nous ont fait insérer le Scrum au sein du développement et dans la société. Ouais. Donc le backlog, je commence par ça parce que c'est un petit peu le point de départ de Scrum, c'est-à-dire qu'on commence par recenser tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Tout ce qui reste à faire, on va le recenser sous forme de stories. Donc ce qu'on appelle une story, c'est une fonctionnalité en fait, c'est une fonctionnalité plutôt orientée utilisateur. Donc on va découper tout le projet en stories, et ces stories, on va les mettre dans un endroit qu'on choisit. Il n'y a pas d'outil spécifique pour ça. On a commencé, comme tout le monde, je pense, par une feuille Excel où on a listé tout ce qu'il y avait à faire. Et on a dérivé donc sur Redmine. Alors, Redmine, c'est un outil qui est à la base un bug tracker, c'est-à-dire que c'est fait pour recueillir les bugs que les utilisateurs nous remontent. Et ensuite traiter le workflow, qui fait quoi, qui corrige le bug, etc. Bon, il se trouve que c'est une plateforme sympa, puisque dedans il y a un wiki intégré, il y a un repository de documents, il fait aussi client Git, pour ceux que ça parle, à qui ça parle, et notamment on peut y insérer des plugins, donc en particulier le plugin Scrum, qui est en fait un backlog. Voilà. Ensuite on a fait des petites modifs maison pour pouvoir l'utiliser. Donc à gauche, ce qu'on voit, c'est toutes les stories qui ne sont pas encore classés, on va dire, qui sont juste là en termes d'idées. Voilà, c'est un peu la boîte à idées. Enfin, juste en avant, on a créé un onglet qui s'appelle Annonces. Donc moi qui suis client là-dedans, je récolte les annonces terrain. Celles qui sont intéressantes ou à traiter, je les mets dans une boîte à annonces, qui est une boîte à idées. Et avec Régis, régulièrement, on tape dans cette boîte à idées, on en crée des stories, on décide de définir et de créer des stories, et elles viennent ici. Voilà. Donc celles-là, elles sont déjà créées et alimenté. Et après, il suffira, là, il va expliquer comment on les place dans les sprints. Mais on a déjà une première étape de présélection en amont. Après, c'est du drag and drop, c'est-à-dire que je vais les positionner dans mes sprints. Donc les sprints, c'est l'unité de temps en fait fixe de travail finalement. Nous, on a choisi de faire des sprints de 2 semaines, donc ça peut être 2 ou 3 semaines, ou même au-delà.
Donc nous, on a choisi de faire des sprints de 2 semaines, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, on s'engage à réaliser un certain travail. Voilà. Donc on découpe tout le travail, toutes les stories sont rangées dans des sprints de 15 jours. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait, c'est le travail qu'on fait ici, c'est d'essayer de planifier en fait. Puisque tous ces sprints sont datés, donc on va ranger toutes les stories dans des sprints, donc on va savoir à peu près, voilà, à telle date, je devrais pouvoir sortir à peu près cette fonctionnalité. Voilà. Ça sent que... Maintenant, on peut... Oui, oui. Allez-y, allez-y. Du coup, ça veut dire que les stories ne peuvent pas dépasser 15 jours. Alors. Les fonctionnalités, s'il y a une fonctionnalité qui est plus importante que la durée d'un sprint. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que la story, probablement, elle est trop grosse, et donc on va la découper. Il faut la redécouper. Et qui la découpe Alors c'est l'équipe. En fait, c'est l'équipe qui se prend en charge et qui... Enfin, c'est l'équipe. Disons que c'est en principe le rôle du product owner. Le product owner qui est là, donc au niveau conception. Là, on va le voir après, on va voir les autres outils. C'est vrai que le backlog, on démarre par une vision qui regroupe un peu plein d'outils. Par exemple, là, quand on voit un sprint qui est engagé ici, là, ce sprint-là qui est en cours, ce sprint-là, il dure 15 jours, mais les stories qu'on a mis dedans, elles sont faites lors d'une revue et les développeurs vont s'engager à réaliser les tâches qui sont dans ce sprint-là. Après, les autres sprints, ils sont purement indicatifs parce qu'à chaque fois, les développeurs vont s'engager, donc ça peut glisser. Mais aujourd'hui, nous, après, on va le voir tout à l'heure, on calcule une vélocité, donc on sait ce qu'on est capable de développer en 15 jours. Et donc nous, avec Régis, en off, sans les développeurs, on a une visibilité à moyen et long terme de ce qui va se passer. Après, il y a des enjeux à faire attention, c'est-à-dire que quand on arrive devant les développeurs, on le verra un peu plus tout à l'heure, il ne faut pas qu'on leur propose tant de stories parce qu'on sait que la vélocité c'est 40, on a l'équipe au complet et on leur propose 40 points. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire que nous, on va prioriser les tâches qu'il faut faire et on va en mettre plus et eux vont décider où ils s'arrêtent et ils s'engagent pour cette partie-là. Donc on le verra tout à l'heure, l'un des avantages du Scrum, c'est les répartitions des rôles, c'est les engagements de chacun et le respect mutuel des travaux faits. Voilà, donc les développeurs, ils s'engagent et pendant 15 jours, on les laisse tranquilles, on ne les touche plus. Voilà. Mais c'est pour ça que là, c'est une vision un peu figée, mais il avance, hein, ce backlog. Donc justement, les stories. Donc une story, c'est quoi concrètement? Alors chez nous, hein, parce que voilà, nous on présente ce qu'on fait, c'est vrai qu'il y a des variantes par rapport à la théorie, par rapport aux règles de l'art. Donc nous, chez nous, une story, c'est une fonctionnalité qui se présente toujours de la même façon. C'est un petit papier, comme on les voit, qui sont collés sur nos fenêtres. Donc avec un titre, une description, alors qui est toujours formalisée de la même façon, en tant que, alors là par exemple, en tant qu'utilisateur étranger, je veux pouvoir utiliser le dashboard dans ma langue, au pire en anglais, afin de pouvoir utiliser le système. Donc ça, typiquement, on voit que c'est une story qui a beaucoup de points, on voit qu'il y a 40 points, parce que c'est une story assez vague, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qu'on va mettre dedans. Mais celle-là, elle est estimée, on va dire, très en amont de ce qu'on doit faire concrètement. Et ça, typiquement, c'est une story qui va dépasser les fameux 15 jours. Donc, comment on fait? À un moment donné, on se prend en main, et plus la date d'échéance approche, plus on prend cette story, et on va la découper, on va la réfléchir mieux, on va faire la phase de conception, finalement. Même la phase de conception, elle est de manière itérative, en quelque sorte. Et ensuite, un autre exemple de story, donc historique des envois de mail. Donc ça, c'est une story beaucoup plus standard, beaucoup plus petite, puisqu'elle fait 3 points. Alors ces points, pour bien comprendre ce que c'est que ces points, ce sont des points d'effort, on appelle ça des points d'effort. Donc ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on décide à un moment donné, à partir d'une tâche de référence, on décide que celle-là, la tâche de référence qui est d'une difficulté moyenne, on décide par exemple qu'elle fait 5 points. Voilà, c'est complètement arbitraire. Et à partir de cette tâche de référence, eh ben on va la comparer aux autres tâches qu'on a estimées. On va dire celle-là, elle a l'air d'être 2 fois plus compliquée, donc je vais lui mettre par exemple 8 points. Celle-là a l'air 2 fois plus simple, je vais peut-être lui mettre 2 points ou 1 point. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on pondère et qu'on donne des points d'effort à toutes nos stories. Juste une précision, c'est important le terme de points pour le management. Voilà. On efface le nombre de jours, justement, pour pas que les développeurs attaquent une tâche d'un jour et il sait qu'il attaque le matin, le soir, qu'il ait fini sa tâche. Pourquoi? Parce que le Scrum dit qu'on verra tout à l'heure, il y a une définition du done, quand est-ce qu'une tâche est done, donc est effectuée. Et si on se dit elle doit être finie ce soir, on a cette espèce de temps qui vient là-dedans, et il sait très bien que s'il a fini pas avant ce soir, elle n'est pas finie, et s'il a fini ce soir, il a fini. Donc pour enlever ce calcul de temps, même si au départ c'est un réflexe un petit peu inconscient, on le fait quand même au départ, parce que la tâche de référence, on sait qu'on a fait une journée et demie, donc on rattrape les points, on fait 5 points, c'est une journée et demie. On fait toujours ce rapprochement au départ, mais le but c'est que ça s'efface et qu'on ne parle plus de jours, on parle vraiment de points. Une tâche attaquée, on l'a finie. Voilà. Et quand elle est done, c'est qu'elle a été testée unitairement, qu'elle est en bêta, qu'il y a eu une revue de code, etc. etc. Voilà. Le Scrum, il est là, on le verra tout à l'heure, c'est pour faire de la qualité justement. Donc on ne court plus après le temps, c'est fini ça.
On a le temps, on a des cadres de temps, on a des engagements de 15 jours, on a des stories qu'on s'engage à faire sous 15 jours. Mais voilà, le but c'est tout ce qui est fini, il est fini à 100%, il est testé et il est qualifié. Ça c'est important. Parce que si jamais on raisonnait en temps ici, on se dirait, voilà, on a peut-être une journée pour faire cette story. Donc si je la finis pas ce soir, c'est que je suis pas dans les clous. Et pour la finir ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être soit sortir de mes heures normales, donc je vais pas être efficace parce que finalement je vais travailler trop longtemps dans la journée, ou alors je vais faire un produit je vais faire un travail qui va pas être de qualité. Je vais piocher dans la qualité au lieu de faire ce que je devrais faire normalement. C'est-à-dire que même si je termine pas cette tâche ce soir, on va dire que je vais la terminer demain, c'est pas grave, je me rattraperai peut-être sur notre story. Voilà, là, on verra tout à l'heure, quand on dit en tant qu'utilisateur, après il y a plusieurs étapes pour instaurer. On crée après des personnages, on peut créer des personnages, nous on en est au début de ça. On crée des personnages et on dit en tant qu'utilisateur, on leur donne un nom, pour que les développeurs, quand ils développent, ils se mettent à la place de celui qui va l'utiliser au bout. Parce qu'on peut avoir des cibles différentes de développement, et la tâche à réaliser, elle peut être faite pour un geek, elle peut être faite pour un DAF, elle peut être faite pour un gérant. Et donc, ce n'est pas la même. On va mettre plus d'ergonomie de compréhension. Dans la partie geek, on va y mettre plus de la techno, parce que lui, il va vouloir la techno, il veut que ça fasse ce qu'on a dit, et l'ergonomie, il s'en fout. Voilà, c'est important. Donc, on essaye de créer, on appelle ça des personnages qui sont affichés au mur. On leur donne un nom et on leur donne un CV. Voilà. Et les développeurs, ils peuvent se référer à cette personne-là. Voilà pourquoi on dit en tant que... Voilà, on peut aller loin après dans les choses. Donc le planning poker, donc ce que disait Régis, là on rentre, on appelle ça un planning poker, donc on a un jeu de cartes avec des nombres de points, comme on le voit tout à l'heure. Bon, il y a aussi le point d'interrogation quand on ne sait pas, il y a la carte café pour la pause café, voilà, il y a plein de choses, vous créez le jeu. En général, on reste sur des stories entre un demi et encore un point plutôt, 1 point et 13 points. Voilà. Une story de 13, elle a besoin d'être redécoupée en général. Voilà. Et donc, on invite tous les développeurs autour de la table, chacun a son jeu, et nous, on présente une story, la petite feuille que vous avez vue tout à l'heure. Les développeurs, eux, jeu caché, vont cacher leurs cartes et vont estimer le nombre de points qu'il faut pour développer cette tâche. Une fois que Régis, lui, le product owner, a défini la tâche et a exprimé qu'est-ce qu'on allait faire pour y arriver. Il peut y avoir des questions, un échange à ce moment-là, justement, si on n'est pas un peu d'accord, et les gens votent. On retourne les cartes en même temps. Si tout le monde est d'accord et qu'on a 5-5-5, la tâche fera 5 points. Si on n'est pas d'accord, là, c'est pas le bon exemple, mais s'il y avait une quatrième carte qui avait dit 3, par exemple, on avait 2, 5 et un 8, on donne la parole au 8 et au 3, et chacun exprime pourquoi lui a mis 8 et pourquoi lui a mis 3. Et là, il y en a un qui va dire, ouais, mais parce que vous n'avez pas réfléchi, mais ça impacte ça, qui impacte la base, qui impacte des choses. Et celui de 3, il va dire, mais non, pas du tout, ça impacte la base parce que ça, donc c'est super rapide, il n'y a que du web. Voilà, on confronte, les gens débattent, ça permet aussi de voir des points qu'on n'aurait pas vus, de continuer le rédactionnel du cahier des charges et de la tâche planifiée, et on refait un tour de carte. Et une fois que tout le monde est d'accord, on met le nombre de points sur lequel on s'est engagé. Le story, c'est... Alors voilà, ouais, nous on appelle ça les stories, et après une fois qu'ils ont validé leur story et qu'ils se sont engagés sur 6 stories, on le verra tout à l'heure dans le burn down, 6 stories sur les 15 jours, après eux ils se regroupent, moi je sors, et ils découpent en tâches. Voilà, exactement. Et on verra, on a 2 courbes, on croise les courbes tâches, la courbe tâche des courbes story. Parce qu'il y a 2 éléments différents. On peut manger de la tâche, mais pas valider une story et s'apercevoir, on verra dans des courbes tout à l'heure, qu'on arrive en fin de sprint et qu'on attend le dernier jour du sprint, la veille, pour valider toutes les stories. Et ça, c'est pas très bon. Voilà. Et là, vous parlez bien des points de complexité. Donc, est-ce que vous utilisez aussi le système de valeur de la story et non pas de la complexité? Ou est-ce que... Nous, c'est plutôt un point de valeur, c'est pas trop un point de complexité. Qu'est-ce que vous entendez par point valeur? Mais par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de la tâche traduction et puis de la tâche envoi de mail, on parle bien de complexité, parce qu'envoyer un mail, c'est très simple, et que la traduction, par contre, ça va nécessiter peut-être exactement. bien dans la complexité. Par contre, en termes de valeur... Ah, la valeur, côté client. Ouais, ça, on l'a pas instauré pour nous. Ça, pour l'instant, on le fait un peu de manière empirique, c'est-à-dire qu'on on en parle beaucoup, on fait l'ordonnance. C'est moi qui bloque un peu là-dessus pour être honnête. Là, parce qu'aujourd'hui, je suis assez client, moi je suis client, on a une visibilité assez claire aujourd'hui, j'ai encore assez d'énergie pour voir ce qui est prioritaire, etc. Par contre, je pense qu'il va falloir y venir au bout d'un moment. Voilà. Aujourd'hui, je gère les entrées, le tuyau d'entrée, donc j'arrive à voir, mais c'est sûr qu'après, une fois qu'on dépasse, à mon avis, un volume de clients, des leads entrants qu'on ne maîtrise plus en automatique, etc.,
ou qu'on met en place des systèmes de vote sur certaines stories avec du user voice sur des sites et tout, là, il va falloir automatiser parce que sinon, moi, je ne serai plus maître de... Et si voilà, le but, c'est d'être représentatif de ce que besoin les clients, pas ce que moi, j'imagine, quoi. Voilà. Donc, on ne l'a pas fait encore. On a commencé un peu, mais ce n'est pas actif. L'engagement, donc c'est ce que je commençais à vous parler tout à l'heure. Donc, on présente une série de stories une fois qu'ils sont pokerisés. Et les développeurs s'engagent à 15 jours à développer cette tâche plus cette tâche, cette tâche plus cette tâche plus cette tâche, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Donc là, nous, on a... Les stories, pardon. Excusez-moi, vocabulaire. Là, nous, on n'a pas le droit de parler. C'est-à-dire, moi, je suis client, Régis et Product Owner. Nous, on a juste le droit d'influer, si on a envie. Mais on n'a pas le droit d'imposer une tâche. On n'a pas le droit de dire, attends, vous avez fait que 30, normalement, on fait du 38, tu prends cette story qui fait 8. Ça, tu n'as pas le droit. Voilà. C'est vraiment les développeurs qui, eux, s'engagent. Et on a un deuxième rôle qui s'appelle le Scrum Master, qui est fait par notre troisième associé qui est développeur. Voilà. Et lui, il est là pour faire respecter le bon fonctionnement du Scrum. Donc c'est lui qui, au nom des développeurs, si on sent qu'il y a de la pression, qui doit dire, là, non, nous, on s'engage sur ces 3, la 4, on ne la rentre pas. Par contre, on s'engage, et si on a fini avant, en cours de sprint, on peut, si on est vraiment en avance, proposer une tâche. C'est-à-dire qu'eux peuvent nous dire, on est en avant, une story, je ne vais pas y arriver. Et donc, du coup, nous, on peut dire, voilà la story qui est prioritaire, est-ce que vous voulez la prendre ou pas avant la fin du sprint? Et ils peuvent la prendre. Voilà. Mais c'est eux qui maîtrisent ça. Nous, on ne peut pas imposer une story une fois que le sprint a démarré. Voilà. C'est une protection d'un engagement des développeurs. Voilà. Comme disait Régis au départ, qu'un commercial n'arrive pas. Cette story que tu proposes en plus, il y a un système de vote et tout ça ou... En général, elle est estimée, parce qu'on sait à peu près. Et c'est eux qui... Par contre, c'est moi qui la priorise. Donc, c'est moi qui vais proposer les stories. Ils ne prennent pas une story au pif dans 3 mois et qui disent, celle-là, on veut bien la faire maintenant, quoi. Exact. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le planning poker est décorrélé de la cérémonie dont vous êtes en train de parler. Le planning poker se fait au fil de l'eau sur les stories qui vont arriver dans quelques mois. C'est pas sur le début. Donc c'est pas au début du sprint que le planning poker est fait. Non. Quand on arrive, on est sur des tâches pour lesquelles le planning poker a été fait. Alors peut-être que après, ça dépend comment on arrive dans les tâches. Voilà, il y a des tâches qui ne sont pas estimées. Voilà, c'est un peu... Et les stories qui arrivent au début du sprint ont été déjà estimées en termes de planning poker. Voilà. Ce qui fait qu'en tant que product owner, il a une idée assez précise de ce qu'il doit pouvoir rentrer dans son sprint, puisqu'il connaît sa vélocité, ses capacités, etc. Il disait à juste titre, c'est qu'il n'arrivait pas en leur disant d'après moi, vous pourrez rentrer que ça, il ne faut pas que les développeurs disent ah oui, nickel, surtout en phase de démarrage. C'est-à-dire que là, on considère qu'on est encore en phase de démarrage et on est à la recherche de notre vélocité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne la connaît pas encore bien, notre vélocité. Donc on encore beaucoup. Là, elle commence à se stabiliser. On a une idée quand même. D'habitude, ce qui est dit, c'est qu'au bout de 4 sprints, normalement, c'est 3-4, mais... Non, mais le problème, c'est pas trop ça. Nous, la particularité, c'est qu'on est en montée en charge de personnel. Hein. Voilà, on a voilà, on a eu l'été qui est passé entre là, donc les vacances. Donc en fait, on n'a jamais eu 3-4 sprints avec une équipe à 100% avec un taux de charge. Voilà, c'est ce qui fait que... Donc on a un estimatif par rapport au nombre où on est et le temps de... Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas... Là, à partir de décembre, on aura vraiment l'équipe 6 à bloc, etc. Donc fin décembre, on aura une vélocité. Mais on a une idée quand même. On commence les sprints au bout du 12e sprint, on commence à avoir une tendance quand même. Voilà. Pardon, juste le calcul de capacité que vous faites, du coup, est-ce qu'il tient compte des absences ou juste vous vous dites un sprint, généralement, c'est tant de points et de toute manière... On compte, dans le backlog, en fait, on a un pourcentage qui est en gros, on ne le voit pas bien là, mais qui est ici, je crois, qui a un taux de présence. Voilà, on le calcule. Le taux de présence, on l'annonce à l'équipe, puisque c'est l'équipe qui s'engage, il faut qu'ils aient bien conscience de sur quoi ils s'engagent. Les capacités qu'ils ont. À leur capacité, quoi. S'il y a un jour férié, on enlève 30%. S'il y a un gars qui est là à mi-temps, on enlève 30%. Voilà, et on sait qu'un sprint, ils ont 70% de temps de travail sur ce sprint-là. Donc là, on vous a fait une photo de tableau avec lequel on travaille chez nous. Donc à gauche, on a les tâches dont on parlait tout à l'heure. Une fois qu'elles ont été, il y a eu l'engagement de fait, on ressort avec un nombre de tâches, on les met au départ ici. Eux les découpent, on verra tout à l'heure, la réunion, ils les découpent les stories, ils les découpent en tâches, on les voit ici. Et ils démarrent et ils prennent les tâches et ils les font progresser dans un tableau. Donc la Régis va peut-être vous expliquer un petit peu en détail. Et au bout, on a une courbe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a la courbe, je vois pas bien, mais ça je crois que c'est les stories, ouais, à droite là, celle-ci. Donc on voit qu'on progresse, mais que là on valide pas beaucoup de stories, par exemple, tout ce temps-là. Alors qu'on voit ici les tâches, on attaque de suite les tâches, on voit qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Voilà, donc le but de ces deux courbes croisées, c'est vraiment de voir le travail qui est fait au niveau des tâches. Donc le but, c'est d'arriver ici en bas à l'instant T, à la revue, à la fin du sprint, et les tâches, pareil. Donc, et ça peut montrer que des fois, on tombe des tâches et on va attaquer plein de stories en même temps.
et que la veille, on va commencer à faire les revues et valider toutes les tâches pour le lendemain, parce que le sprint, c'est le lendemain. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc le but, c'est de lisser un petit peu le travail, parce qu'une tâche qui est finie, elle est à 100%. Donc si on attaque la veille la validation de 4 stories qu'on s'était programmées, ben là, on peut faire face à un problème, et donc il faut se speeder, donc on injecte du bug. Donc le but, c'est d'éviter tout ça, d'éviter de travailler à la précipitation. Voilà, on lisse dans le temps et on avance. Voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus. Vas-y. Non, pas spécialement. Si, simplement qu'au départ, donc chronologiquement, au départ, on a toutes les stories à gauche, donc dans les classes. Et toutes ces stories, on demande aux développeurs, à l'équipe, donc de les découper en tâches. Donc à partir chaque tâche, c'est un petit post-it. Et cette tâche, elle est estimée par contre en temps. Par rapport aux stories qui ne sont pas estimées en temps, les tâches sont estimées en temps. En quart de journée. On met des points aussi, et c'est des quarts de journée les points. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ce découpage, on sait exactement quoi faire déjà sur les 15 jours qui arrivent, donc ça c'est un premier avantage. On va comptabiliser tous ces points tâches qu'on va noter en haut du graphe. Voilà. Donc ici par exemple on est à 80 points tâches. Et le jeu c'est d'arriver à 0 à la fin du sprint. Donc on a une courbe idéale en fait qui est la ligne droite idéale. Et donc là on reporte jour par jour la réalité, là où on en est. Donc ça c'est un gros avantage, c'est qu'à un moment donné, si on voit qu'on dérive trop vite, parce que voilà, là on s'est fait peur un petit peu en début de sprint, là on discute et on essaye de comprendre pourquoi. C'est toujours l'agilité, c'est ça, c'est toujours essayer de s'améliorer, essayer de comprendre, essayer de réagir quand il y a une difficulté qui arrive. Donc ça c'est un très bon indicateur pour voir où on en est. Et pareil pour les stories. Alors l'autre courbe, il y en a une c'est un burn down, l'autre c'est un burn up. L'autre courbe c'est toutes les stories qu'on valide en fait. Parce que les stories quand elles arrivent en done, quand le développeur dit c'est bon, le product owner il est censé prendre enfin il le fait d'ailleurs, il prend la story et il la teste complètement avec les tests d'acceptance qui ont été définis. Et une fois que la story est validée, et seulement à ce moment-là, on compte les points story qui sont faits au niveau de cette courbe. Alors ce qui se passe, je sais pas si on le verra tout à l'heure, on va l'avancer, ouais. Juste un point, et ce graphe donc, qui pour moi suit souvent en extérieur, il est mis à jour tous les soirs par le Scrum Master, et on l'a en ligne. Donc moi je peux accéder, même si je suis à l'extérieur, je peux avoir une vision du sprint, où on en est, une visibilité, et voir où on en est au niveau du sprint, si on a du retard, pas du retard, etc. Bon, le daily scrum, donc là, ce que disait Régis, le point qu'on fait quotidiennement, on appelle ça le daily scrum. Donc chaque jour, ils se réunissent, bon là, c'est pas l'équipe, hein. Ils se réunissent et tous les matins, ça dure un quart d'heure, c'est fait debout, justement, pour pas que ça dure et qu'on soit efficace. Et chacun explique ce qu'il a fait la veille et ce qu'il va faire le jour en question. Et c'est là où on peut aussi débattre, justement, s'il y a une dérive au niveau des courbes. Notion de fini, ça c'est important, on parle depuis tout à l'heure du done, la Régis va vous expliquer, c'est très important, chacun va définir, cela ça peut être très différent sur les sociétés, ce qui est infini, parce qu'au début on dit, là, moi la story elle est faite, mais elle est faite qu'en quoi en fait? Ouais, voilà, et là on commence à se rendre compte qu'il y a plein de définitions possibles d'une tâche finie, ou en tout cas il y a plein d'étapes possibles. Voilà, donc ça c'est notre notion de fini, chacun a la sienne, donc voilà, il y a des choses très, très basiques, test sur tout navigateur par exemple, donc ça déjà, bon, ça devrait être exprimé différemment parce que tous les navigateurs ça veut rien dire, il y en a trop. On devrait lister lesquels. Mais grosso modo c'est respect des codes guidelines, voilà, test sur tous les navigateurs, les tests unitaires sont effectués, j'ai pushé ce que j'ai fait dans Git, j'ai sauvegardé mon code, j'ai livré en bêta. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, là ça veut dire oui voilà, la story elle est done. Parce que le problème c'est que quand on dit j'ai fait ma story à 95%, donc c'est bon. On ne sait jamais combien de temps on va prendre les 5% qui restent. Des fois, ça prend plus de la moitié de la vraie durée de départ, quoi. Donc la notion de fini est très importante. Il faut qu'elle soit écrite noir sur blanc, affichée au mur. Il faut que tout le monde en ait bien conscience pour éviter les allers-retours. Et cette livraison bêta, elle est importante. On verra tout à l'heure dans les réunions. Je ne sais pas si on en est là. Non, là, on est sur les courbes. Et lors des revues, donc fin de sprint, là, ils vont nous livrer à moi, à Marie, on peut faire venir un client, etc. On le verra tout à l'heure. Et il nous livre le sprint. Et la bêta, elle sert à ça. Nous, la bêta, c'est la vue qu'on a. Et la bêta, pour nous, c'est comme une mise en production. C'est-à-dire que quand une tâche est finie, qu'elle est en bêta, comme la présente moi en revue, moi, je pourrais dire, on la push en prod, là, et là, on va pas me dire, ah non, mais je dois retoucher un truc, j'ai pas fait l'aide, etc. Le jour où elle est en bêta, qu'elle est done, elle respecte les définitions, donc c'est qu'on peut la pusher en prod et elle est 100% efficace. Donc c'est pour ça que la définition du fini est super importante. Voilà. Une story qui n'est pas done, qui est presque done, elle vaut 0 points. Voilà. Donc au niveau de l'engagement, ça a une importance.
Donc là, on repart sur les deux courbes, mais je crois qu'on vous a bien présenté. Il y a pas, voilà, elles sont séparées. Nous, on les croise sur un tableau pour avoir une vision. Bon, on s'habitue à la vue de ces deux courbes. Donc ça, c'est des courbes parfaites. Ouais, c'est pas toujours le cas. Surtout la première qui est parfaite. Oui, celle-là. La deuxième est normale parce qu'en fait, on a toujours un décalage entre les premières stories qu'on est capable de valider. Ouais, celle-là, ils ont dû tricher à celle-là. Non. Bon, ça, c'est Alors la revue de sprint, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on fait les 15 jours, on s'est engagé sur des tâches, sur des stories, pardon. Alors, on les a découpées en tâches, on réalise tout ça, on valide ces stories et on a une revue de sprint. Donc la revue de sprint, elle est de plusieurs manières. Moi, je joue le rôle de client dans ma société, donc j'arrive le vendredi. Moi, j'étais à la définition des stories à l'époque où j'ai dit à Régis, voilà ce qu'il faut qu'on développe pour nos clients. Lui, on les a définis ensemble. Lui, il part avec les développeurs, il fait tout le cycle que vous avez vu. Moi, j'ai pu y être et d'ailleurs, j'essaye de m'écarter parce que sinon, si je suis parti pris de ça, on ne s'en sort plus. Et c'est super important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand j'arrive, moi, à la revue de sprint, je m'assois et on me livre ce que j'ai demandé. Et c'est super important de ne pas avoir participé au milieu, parce qu'on va voir si moi, avec Régis, on a bien défini au départ le besoin. Si à chaque fois, je suis le développement et je dis, ben non, là, ce n'est pas le bouton que j'avais demandé, c'est plutôt là, ah bon, j'avais pas compris ça, ben ça veut dire qu'on définit mal à la base. Donc c'est bien d'assister au début à la fin pour recadrer et se forcer à bien définir les besoins. Donc ça dure environ 2 heures. Phase de validation des développements, et là on présente les stories. Donc vous aviez demandé la traduction du site en anglais, on clique sur anglais et on fait le développement. Et là nous, voilà, moi je suis assisté de Marie, mon assistante, et là on peut inviter un client extérieur qui peut être fait aussi. Le but c'est de mettre un petit peu la pression et de sacraliser, je ne sais plus comment on dit, sacraliser pardon, l'événement. Voilà. Le but c'est que les développeurs, quand ils mettent du done, voilà, c'est toujours l'impact du done qui peut être mis en production. On ne nous livre pas une story comme ça et on la retouchera si on peut. Quoi. Voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà. Et donc, il démontre ça. Là, il y a des questions-réponses et nous, on peut poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe si tu fais telle action, telle action, telle action? Montre-moi que ça le fait bien, que ça le traite bien, etc. Voilà, c'est l'occasion, ben, voilà, comme on le dit, de brainstormer, de faire le point de tout ce qui s'est fait là. Donc ça, c'est côté client. Et après, ils enchaînent. En général, nous, on fait ça le même jour. Il y a la rétrospective, et là, nous, les clients, ben, Marie et moi, là, nous, on quitte la salle, ça ne nous concerne plus. Et là, c'est les techniciens, Régis va vous parler de eux, ils vont faire une rétrospective du sprint qui s'est passé. Voilà. Donc la rétrospective, l'objectif de Scrum en général, c'est de toujours s'améliorer, de toujours essayer de trouver, de toujours faire mieux. Donc la rétrospective, elle sert à ça, elle sert à analyser le sprint qui vient de se passer. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et toujours être dans la recherche de l'amélioration. Donc bah, ça peut être des domaines très divers, ça peut être l'ambiance, ça peut être des manières de coder qui ne vont pas, ça peut être une dépendance à un des développeurs au niveau des reviews qui ne va pas, etc. Enfin, ça peut être des tas de choses. Donc là, on peut s'aider de petits outils, donc je vous ai fait des petites photos, de petits outils comme le bateau. Bon, le bateau, alors qu'est-ce qui pousse le bateau? Donc chacun va va écrire son petit vent, qu'est-ce qui pousse le bateau, qu'est-ce qui freine le bateau, donc chacun va faire sa petite encre, etc. Donc ça c'est assez ludique. Et ensuite il peut y avoir une autre présentation qui est, on fait plusieurs cases au tableau, plus 2, moins 2, commencer à, continuer à, arrêter 2. Et là chacun pareil écrit ce qu'il veut sur le tableau. On fait un tour de table, on échange beaucoup, enfin, c'est assez divers. Briefing du sprint, quoi. Ça peut être, on fait trop d'horaires, par exemple. Moi, pour finir le sprint, on a fini le sprint, tout est nickel, mais j'ai fini à 10h toute la semaine. Exactement. Je suis venu bosser samedi, j'ai bossé de chez moi. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Voilà. Le Scrum dit normalement, on a un temps de travail journalier qui est de 8 heures. Au-delà de 8 heures, on injecte du bug, etc. Voilà, il y a plein de. Voilà, c'est assez large. Hein. Il y a plein de choses qui viennent, il y a plein de critères qui viennent se mélanger à tout ça. Voilà. Donc ça peut être très technique. Hein, où moi j'ai demandé une story, je l'ai mis en plein milieu de sprint et je l'ai imposé, alors que ce n'était pas prévu, ça a chamboulé le sprint. Mais ça peut être aussi, je travaille trop, ça peut être plein de choses. Hein. Ouais. Et là, pour répondre à la question de tout à l'heure, ça c'est justement notre vélocité depuis le début. Donc on voit qu'on est un peu en recherche. Donc là, les 3-4... Cette vélocité, elle correspond à quoi? C'est votre capacité en points par sprint? C'est votre capacité en points par jour de travail on? Non, c'est par sprint. Par sprint. Par sprint, le nombre de points story. Elle fluctue forcément si votre taille d'équipe change. Exactement. C'est pour ça qu'elle est très diverse. Normalement, elle n'est pas calculée par... Enfin, il faudrait calculer par individu. Ouais, c'est pas par individu, non, il faut pas, ça reste un travail d'équipe, mais c'est plus en nombre de jours hommes de l'équipe. Rapporté au jour homme, si du coup tu rajoutes une ressource de plus. Alors ça, ouais. Ta productivité reste la même, c'est juste que tu auras une capacité qui sera plus élevée. Mais là, oui, c'est sûr.
Bon, après, comme je disais tout à l'heure, on parlait de l'édition de la SS2I. La SS2I, elle va vite basculer en jour homme, justement, sur les développements, parce qu'il y a des devis derrière, il y a des projets, on met des jours hommes sur des projets, etc. Voilà. Nous, on n'est pas encore dans cette phase-là. Nous, on est plutôt sur le regard de la roadmap. On sait où sont nos concurrents, on sait où on doit aller vite. Et en général, on bouge la roadmap ou on rentre les ressources sur des grosses fonctionnalités comme l'agent ligne qui sort, sur des grosses tendances qu'il faut qu'on arrive avant une date précise. Voilà, on est plus là-dedans aujourd'hui que sur vraiment la granularité du jour homme, quoi. On va aller vite là, parce que ça fait un petit moment. On va essayer d'accélérer pour qu'on puisse avoir un échange. Donc les gains, prise de conscience du statut d'éditeur. Donc ça, je viens d'en parler un petit peu. Voilà, il y a des prestataires, il y a des éditeurs, il y a des prestataires qui font de l'édition. Voilà, moi je pense que c'est deux métiers complètement différents. Quand on est éditeur, on a pas mal de choses à prendre en compte. Pareil dans le monde de la prestation, mais voilà, nous ça nous a fait prendre conscience un petit peu de tout ça, où on allait, les dettes techniques et tout l'engagement qu'il y avait envers nos clients. Là, Régis, tu peux peut-être en parler. Le renforcement de la qualité au travers de pratique XP. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a décidé de faire du Scrum, bon, bah, voilà, on a mis un pied dans l'agile, on s'est dit on va aller au bout, quoi. On va aller au bout des choses, on va s'intéresser à toutes les pratiques agiles, donc en particulier XP. Qui adresse vraiment la qualité au niveau du code. Et donc on a mis en place des choses, donc des tests unitaires, de la programmation en binôme, des standards de code qu'on a peaufinés. On s'est imposé un rythme soutenable, etc. Voilà, donc ça c'est des gains au niveau qualité, quoi, typiquement. Le troisième point, l'estimation, donc meilleure planification. Ça touche les développeurs, comme disait Régis, c'était un des besoins pourquoi le Scrum du départ. Maintenant, en termes de management, moi je suis plutôt sur la gestion d'entreprise et sur le commerce, je crois que vous l'aviez compris. Donc c'est quand même hyper important de planifier. Voilà, aujourd'hui, on est obligé de développer, on répond à des demandes clients, on va attaquer des marchés, on fait face à des concurrents et on a des estimations et on a des besoins techniques. Et de pouvoir planifier, de pouvoir s'engager sur des développements, c'est super important. Voilà, moi je joue beaucoup de ça en termes commercial. Et c'est quand même important d'avoir une visibilité assez claire et de ne pas faire le commercial de base, pardon l'expression, où j'annonce la story, je rentre chez mes techniciens, je dis voilà, il faut faire ça parce que le client a demandé ça. Voilà, c'est quand j'annonce, je regarde, je me donne une manière de travail où je regarde ma roadmap, je sais à peu près où je vais aller, et voilà, j'annonce les dates, à moi de prendre un peu de marge parce que je sais qu'on dérive souvent, enfin on dérive toujours un petit peu, on prend des marges de sécurité, mais au moins on sait quoi annoncer. Et derrière, en plus, on a un support qui permet de... C'est-à-dire que c'est super important commercialement en management vers les clients, c'est qu'on parle de méthode agile, de sprint, de vélocité, et on n'annonce pas un chiffre comme ça pour lui faire plaisir. Voilà. Et nous, l'objectif quand même, c'est de partager la roadmap avec les clients, on va aller jusqu'au bout de ça. Bon, ça c'est notre stratégie, notre choix, là c'est un choix personnel. Voilà, on veut vraiment cette transparence entre le client et nous, et lorsqu'on s'engage, le client voit ce qui est engagé dans le sprint, la fin du sprint, etc. Voilà, l'agile, le Scrum va nous permettre à nous de maîtriser tout ça. Voilà. En tout cas, au mieux, quoi. Ouais, meilleure productivité, donc le découpage en tâches. Donc ce qui est bien, c'est qu'en début de sprint, on découpe tout, on planifie tout, et après on sait exactement ce qu'on a à faire. On swap moins souvent entre les tâches, on se pose moins la question, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire? Et ça, mine de rien, c'est super important, quoi. Donc ça, c'est partie des gains. Alors les bonnes surprises, donc je te laisse faire les deux premiers. Ouais, les tests automatisés, donc on a mis ça en place, pareil, en même temps que le reste. Bon, moi là c'est vraiment anecdotique, moi j'avais vraiment un a priori, parce que je viens pas du monde de l'édition à la base, donc on apprend notre métier tous les jours. Donc je pensais que les tests automatisés c'était vraiment quelque chose d'insurmontable, et voilà, j'ai pu constater que non, qu'il y a des outils simples, et que voilà, on s'en est bien sorti là-dessus, donc on est assez content, c'est partie des bonnes surprises. L'agile n'est pas la caricature dont certains parlent, l'agilité c'est pour les enfants et les singes, ça c'est une phrase que j'ai entendue de la part de gens qui ne démordent pas du cycle en V et qui ne veulent pas entendre parler de l'agile. Donc ça aussi c'est partie des bonnes surprises, c'est-à-dire que quand on entend des phrases comme ça on est quand même inquiet, quand on se dit tiens je vais partir dans l'agile, quand on entend des phrases comme ça on est quand même super inquiet, et au final bon voilà, faut comprendre qu'il y a des gens ils sont très enterrés dans leurs préjugés, et finalement tout se passe bien, quoi. Et que c'est pas un effet de mode, quoi. Pour nous c'est pas qu'un effet de mode, quoi. Bon après moi je pense que chacun drive un petit peu sa structure comme il veut aussi, hein. Moi je suis pas sûr, bon parce que nous ça a tellement bien marché que moi j'aurais tendance à préconiser l'agile à tous les éditeurs, mais bon voilà, après chacun gère comme il veut. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'extrémité inverse. Voilà, l'agile est une des méthodes de faire. Nous, ça a super bien marché et on est bien dedans.
Voilà, donc je pense que c'est quand même un super outil. Management de l'équipe, j'en reparle encore, mais c'est super important. Moi, on m'a présenté l'agile au départ, le Scrum, c'est très technique, on parle de sprint, c'est que les développeurs qui sont concernés, quasi. Moi, ça m'aide beaucoup, quoi. Voilà, c'est un outil, en tant que gérant, responsable commercial, etc., qui ne suis pas trop impliqué à part client là-dedans, même si c'est quand même important. Voilà, c'est quand même un super outil de management envers les salariés déjà, si on parle de cette relation-là. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on respecte chacun, il y a des engagements qui sont faits, chacun a ses responsabilités, on n'empiète pas sur le terrain de l'autre, voilà, ce partage, voilà, c'est quand même un outil de management, moi à mon sens, super important. Et l'organisation, alors ça, en fait, on avait recruté un développeur en amont de la méthode agile. Et ce qui se passe, nous, on a la tête dans le guidon au début, on est une petite équipe, et le développeur, il arrive, alors on lui dit, on va lui faire 2-3 petites tâches. Alors en général, il s'imprègne un peu, il fait de la revue de code, il fait du pair programming, des choses comme ça. Et puis on lui met une tâche qu'on n'avait pas envie de faire depuis longtemps, mais qui est quand même nécessaire. Alors, on essaye de justifier qu'elle est en plus importante pour l'impliquer, etc. Et on lui fait faire en général cette petite tâche, etc. Je caricature, mais ça se passe un peu comme ça. Mais dès qu'on a instauré le Scrum, un deuxième est arrivé. Et lui, en 2 mois, il était opérationnel. Pourquoi? Parce qu'il a fait partie des revues de sprint. Il a dû estimer les tâches comme les autres. Et quand il s'est retrouvé au tableau, chacun prenait ses tâches. Alors, il y a du pair programming un peu au début, etc. Mais rapidement, et on va lui attribuer une tâche. Et il prend une tâche. Et si elle est au tableau, c'est qu'elle est d'actualité, c'est qu'on l'a choisie, c'est qu'elle est prioritaire. Voilà. Donc, il y a une montée en puissance et une intégration à l'équipe. Enfin, nous, on l'avait ressenti, en tout cas en interne, qui est fondamentale, quoi. Donc aujourd'hui, on est capable de connaître un cycle pour intégrer un nouveau développeur. Vous parliez tout à l'heure de jour homme, mais aujourd'hui, on arrive à calculer en tout cas le temps qu'il faut pour que le gars soit productif, quoi. Et ça, c'est un élément hyper important pour un éditeur, quoi. Alors, il y a quand même des difficultés, c'est pas tout rose. Je te laisse présenter le premier. Donc la sortie du mode héros, donc j'en ai parlé au tout début. Il a fallu à un moment donné partager les rôles, c'est-à-dire qu'on est passé d'un mode complètement démocratique et presque anarchique au niveau des décisions, des responsabilités, à un mode où on a des casquettes précises dans le mode Scrum. On a le Product Owner, on a le Scrum Master. Donc, et en l'occurrence, nous, on avait on est un peu 3 piliers dans la société. Il y a Grégory vraiment côté client, il y a moi côté, on va dire, fonctionnel, et il y a Edouard côté purement technique. Donc finalement, on a 3 têtes pour 2 casquettes, on était un peu embêtés avec ça. Donc au final, on a décidé que moi j'étais Product Owner, que Edouard était Scrum Master, et Grégory, en fait, on lui a créé une casquette pour lui, en quelque sorte, c'est la casquette client. Voilà, c'est celui qui exprime les besoins des clients. Et au final, même je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas prévu nativement dans le Scrum. Bon, j'ai partagé avec certains éditeurs, ça se fait assez, quoi. Ça se fait assez quand même, ouais. Le dirigeant, il peut prendre cette casquette client. Voilà. Après, quand la structure prend du volume, on se retrouve avec des chefs de projet, on se retrouve avec des commerciaux sur le terrain, comment remonter les besoins clients du terrain vers comment on les trie, comment on les filtre. Ça, après, chacun fait ses méthodes, mais voilà. Impression de ralentissement de la roadmap. Alors là, voilà, il y a une période de rodage, on attaque ça comme toute méthode, mais une petite période d'apprentissage. Voilà, tout est nouveau, on découvre tout, donc on a l'impression qu'on ralentit, et comme on instaure de la qualité, du pair programming, des tests, des revues, etc., on a l'impression qu'on perd un petit peu de temps. Et sauf qu'en fait non, parce que c'est au contraire du détriment de la qualité. On augmente la qualité, on repousse la dette technique. Voilà, donc on a une petite phase comme ça d'impression de ralentissement et de l'impression qu'on ne sort plus de story, quoi, surtout côté commercial, hein, côté front, côté client. Et en fait, ça se passe assez vite. Donc ça a été des difficultés de départ, mais qui ont été vite gommées quand même, hein. Et par rapport aux développeurs, ouais, là, t'es mieux placé que moi. Voilà, on a ce genre de réaction au début, ouais, je comprends pourquoi ça s'appelle un sprint, parce que voilà, tout est bouleversé d'un coup, les méthodes sont bouleversées, on court après des points, on ne sait pas trop pourquoi au début. C'est vrai que la méthodo, on apprend aussi le pourquoi de la méthodo au fur et à mesure qu'on la vit, quoi. Au départ, on est un peu des moutons, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on applique une méthode, on n'est pas forcément convaincu de tous les détails de cette méthode, et on comprend au fur et à mesure, en fait. Donc voilà, il y a ça qui est un petit peu déroutant. Il y a cette notion de fini qui est, ah, ouais, d'accord, c'est un peu, voilà. Il y a des critères très précis pour dire ma tâche est finie, ouais, mais elle est finie à 99%, non, elle n'est pas finie, voilà, elle vaut 0 point. Voilà, tout ça fait que voilà, c'est un petit peu perturbant au début. L'engagement aussi, voilà, le fait qu'on leur demande de s'engager, donc forcément, qui dit engagement dit je vais au bout de mon engagement. Puis les deadlines. Ouais, les deadlines, etc. Ils n'aiment pas ça, les développeurs. L'avancement visible de tout, c'est-à-dire que les burn-downs ils sont au tableau et tout le monde dans la société voit si ça avance bien, si ça avance pas bien. Bon, donc ça peut donner une impression de flicage. Bon.
Donc voilà. Bon, mais ça, pareil, c'est vraiment au début et franchement. Ça reste au niveau de l'équipe. Comment? Les burn-down, tout ça, ça reste au niveau de l'équipe. Bah, c'est l'équipe qui ouais, avance. un open space quand même. C'est pas cloisonné. Tout le monde passe devant, tout le monde voit. C'est pas un tel qui avance pas. Oui, exactement. Ouais, c'est l'équipe. Ouais. C'est pour ça que. Ça reste une notion de Voilà, l'équipe. on le verra tout à l'heure dans le bilan, mais c'est pour ça que Là-dessus, on a de la chance, ils sont quand même assez solidaires justement, et même voilà. C'est ça, Quand ça avance pas, ils sont pas contents solidairement, quoi. Donc le bilan, ben voilà, ça tombe bien, c'est ce que je voulais dire un petit peu. Bon, nous, j'en ai parlé, mais le Scrum, ça nous colle vraiment à la peau. Hein. C'est vraiment, on a l'impression, je ne sais pas comment on pourrait, ça c'est personnel, mais je ne sais pas comment on pourrait faire sans Scrum aujourd'hui, sincèrement. Je me demande comment on faisait avant. Donc c'est pour vous dire, voilà, l'impact que ça a eu dans la société. Bon, là, on est à l'Agile Tour, donc c'est marrant de dire ça, mais voilà, on n'a aucun intérêt à raconter ce genre de choses. Donc ça nous colle vraiment à la peau. Moi, je pense que c'est très adapté, étant un peu impliqué dans le milieu de l'édition. Je pense que c'est très adapté aux éditeurs logiciels. Voilà, il y a des particularités sur la prestation, parce qu'à la prestation, on s'engage sur un cahier des charges à réaliser avec un temps homme et un jour homme. Alors le Scrum, on dit qu'on avance et qu'il faut finir à 100%, sinon on ne livre pas. Donc il faut bien, mais il y en a qui font de la prestation, et il y en avait certains ici. À travers le Scrum, il suffit de définir les bases au départ. Voilà. Mais je pense, donc je ne parlerai pas de cette partie prestation que je ne connais pas bien. Partie édition, en tout cas, c'est super bien adapté. Et je crois que c'est encore mieux adapté aux gens qui font des releases assez fréquentes. Voilà. Nous, on a des mises en production assez fréquentes, comme je vous l'ai dit. Et c'est quand même bien de savoir où on va, qu'est-ce qu'on a réalisé. Voilà, c'est super intéressant là-dessus. Je pense qu'après, il y a des gens qui ont des releases beaucoup plus longues, avec des sprints beaucoup plus longs. Je ne sais pas après si l'intérêt ne faiblit pas quand on a des longues distances comme ça, ou au contraire s'il ne permet pas aussi quand on a des longues distances de rester quotidiennement au front là-dessus. Voilà. Bon. Après, pour en parler du sprint, ça dure 15 jours, c'est rapide. Bon, sachez qu'on peut faire 2-3 semaines le sprint, on a choisi 15 jours, voilà, mais ça peut légèrement se modifier. Et le management, j'en reparle un mot, mais j'en ai parlé beaucoup. Voilà, on parle l'équipe, l'engagement de l'équipe, l'appréhension de ça, le sprint, pourquoi on court après des sprints toujours de 15 jours, et on refait un sprint, et on refait un sprint. Voilà. Je pense qu'en fait, pour réussir une méthode, qu'elle soit agile, pas agile, que ce soit un nouveau logiciel qu'on instaure, un nouveau LORP ou quoi, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est comment on va l'amener, comment on va le présenter à son équipe, comment on va l'amener, comment on va manager les gens et les moyens qu'on va leur donner pour intégrer cette méthode. Voilà. Nous, on a fait appel à un organisme extérieur. Bon, Pablo est là, donc je vais parler de Pablo. Donc, on a fait appel à un organisme extérieur volontairement. C'est-à-dire que beaucoup lisent des bouquins, on lit le Scrum. C'est vrai que c'est vite fait. On vous a montré les bases techniques. Il y a un jeu de cartes, on fait des daily Scrum, on reste debout, on reste 15 jours, on a une roadmap. Je pense qu'on peut s'auto-former là-dessus. Maintenant, on a choisi un œil extérieur. Bon, ça a un coût, ça a un investissement. Mais il est important, justement, parce qu'à un moment donné, quand on se cadre, je pense que le Scrum, il est valable si on respecte certaines choses, comme vous avez dit justement, il y a l'engagement de l'équipe, ce n'est pas un individuel. Mais si on s'auto-forme, on a nos propres règles et on risque des fois de faire de l'impasse sur 2-3 éléments primordiaux pour que le Scrum se passe bien, alors que quand on a une personne extérieure, il est là pour dire hop, le Scrum, il ne dit pas ça, quoi. Voilà. Là, tu as mis une story, tu n'as pas le droit de mettre ta story, quoi. Et ça, c'est compliqué si on s'autogère. Il y a un rôle peut-être de supériorité qui s'instaure ou de hiérarchie, et donc on va peut-être faire une impasse sur un élément primordial. Et donc on va arriver à la fin, on va dire ouais, ça n'a pas trop marché. Mais parce que peut-être qu'il y a 2-3 éléments qu'on n'a pas utilisés qui sont primordiaux dans la réussite de la méthode. Voilà. Donc nous, on a fait un choix externe qui me paraît le bon. Mais voilà, il y a plein de... Voilà. Je ne sais pas si tu as des mots à dire. Voilà, on a eu des échanges un peu pendant, mais je ne sais pas si d'autres ont des questions à poser ou... Moi, je vois sur justement là, vous avez fait appel à du coaching externe. En gros, si vous deviez résumer les étapes qui vous ont permis de passer du cycle anglais à Scrum, et vous êtes passé directement un beau matin en disant on va faire des daily meetings, etc. Ou est-ce que ça a été progressif? Alors, en fait... C'était violent. On n'est pas vraiment parti d'un cycle anglais. Nous, on n'a pas changé de méthode, on a pris une méthode. Voilà. Nous, on était en mode héros, voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Qui marchait pas mal quand même en plus. Ça marchait bien, mais... Non, mais c'est important, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé du Scrum parce que ça marchait pas. Ouais, ça, c'est important. Souvent, il y en a qui font la démarche plus tard, quand ils approchent les dettes techniques ou qu'ils se rendent compte qu'il y a trop de code. À mon avis, on va faire appel à un coaching parce qu'on se dit là, il faut réagir. Nous, on a eu, Régis a eu cette intelligence de dire, on le prend en amont. Et on a pris cette méthodologie alors qu'on avait un fonctionnement qui marchait très bien, quoi. Voilà, faut en être conscient, quoi. Ça marchait très bien. On avait à peu près des deadlines qu'on respectait. Moi, j'avais une visibilité, tout fonctionnait bien, quoi.
Mais pour le passage, on est allé vite dans le passage quand même. On est enfin, quasi quoi. Moi, premier sprint, il y a eu des tâches. Voilà, le coach extérieur amène c'est pour ça qu'on efface toute cette partie où on lit le bouquin, comment ça se passe. Alors on doit être debout, on joue aux cartes. Voilà, on est coaché à l'extérieur, comme il y a eu des ateliers aujourd'hui. Voilà, ça va assez vite. Voilà. Alors au début, c'est un peu intensif. Et là, après, on a commencé à élargir la présence du coach. Et là, il vient une fois tous les 15 jours pour le moment. Et il faudra qu'on revoie d'ailleurs comment on va continuer. Et en fait, le seul travail qui avait été fait en amont, avant le premier jour de coaching, c'était un petit peu d'écriture de story. Voilà, c'est pour être en mesure, dès le premier jour, de faire du planning poker, de tout faire, quoi, de démarrer le sprint dès le premier jour. Quoi. Voilà. Il faut du contenu. Donc ça, c'était bien sympa. Quoi. Parce que dès le premier jour, on ne s'est pas noyé dans la théorie pendant longtemps. Quoi. On a fait 1 heure de théorie, après on a démarré quoi, par la pratique. Donc ça, c'était assez sympa. Et le fait de faire des sprints de 2 semaines, pourquoi vous avez opté sur 2 plutôt que 3? Souvent dans la littérature on entend 3. Pourquoi 2 semaines? C'est une raison précise ou c'est votre coach qui est arrivé et qui vous a dit ces 2 semaines? Moi, commercialement, moi je pousse un peu, j'influe. Et moi j'aime bien que ça sorte pour que je livre mes clients. Donc moi, plus c'était court, mieux c'était. Après on en a débattu et enfin, je sais pas, la technique a rejoint cette idée. Je ne sais pas comment toi tu l'as vu. Plus bien de tous les critères à l'époque qu'on avait pris en compte, mais moi je crois qu'au début j'étais plutôt favorable pour 3 semaines, parce que je me disais finalement qu'un jour, ça va vite 15 jours. Ça va vraiment s'appeler un sprint, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire que courir. Et au final, 15 jours ça va bien, quoi. Il n'y a pas besoin de plus, quoi, parce que... Bah, ça dépend. Nous encore une fois, nous on a une roadmap qui bouge assez et on fait des releases fréquentes. Donc c'est vrai que quand on s'engage 3 semaines, vu qu'on ne peut plus bouger le sprint, mais on a cette inertie, même si elle n'est pas longue aux yeux de certains, de 3 semaines. Pour moi, 3 semaines, c'est super long, quoi. Voilà. Mais voilà, non, mais c'est une particularité. Je pense que si on a des releases beaucoup plus longues, je ne sais pas par expérience, mais je pense que 3 semaines, il y en a qui font une release toutes les 3 sprints, donc toutes les 9 semaines, ça peut coller, quoi. Enfin, bon, voilà, nous, on aime bien aller vite quand même. Et comme on est aussi une start-up, on démarre, on a de la fonctionnalité à injecter. On avait des retards à rattraper, il faut avoir ce dynamisme-là. Voilà, c'est une culture qu'on a, mais bon. D'autres questions? À quel moment vous faites vos planning poker? Comment ça se passe? Alors, le planning poker, on en fait... il y a celui de début de sprint, qu'on fait généralement le vendredi après-midi. Bon, une fois qu'on a fait la review, une fois qu'on a fait la rétrospective, on attaque le planning poker. Ou alors le lundi matin, ça dépend si on a le temps de le faire ou pas. Et ça, c'est pour le sprint en cours. C'est-à-dire qu'on reprend toutes les stories et on les réestime en fait. En tâche? Non, on les réestime en points. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, on fait un planning poker pour voir loin. Voilà, on est obligé de faire ça. Pour voir loin, donc forcément, on prend toutes les stories qu'on a au mur et vas-y, on les estime toutes. Mais on va vite forcément parce qu'on n'a pas la journée pour faire ça. Et donc, c'est pas très précis parce que forcément, c'est une vue, on va dire, à 4 à 6 mois. Et du coup, on s'oblige à chaque début de sprint de réestimer les tâches pour voir si on est toujours dans les clous. Parce qu'il y a des choses qui ont pu changer entre-temps, etc. Tu réestimes les tâches, les stories que tu vas faire dans le sprint. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire celles qui n'ont pas été prises, elles seront voilà, enfin, grosso modo, parce qu'en fait, ça se mord la queue. Parce qu'en fait, c'est pas exactement ça. Avant, parce que voilà, sinon les points sont changés. En fait, ils ne savent pas encore à quoi ils s'engagent, donc ils estiment, on va dire, nous, on estime qu'ils vont s'engager pour ça, donc on leur présente ça, juste pour voir si, voilà. Donc on leur présente ça et ils vont estimer ça. Et après, ils vont s'engager, ils vont dire, nous, on va jusqu'à là, en fait. Bon, celles-là, elles ont été estimées pour rien, entre guillemets, c'est pas très grave, quoi. Et comme ils sont naïfs, ils prennent tout, quoi. Voilà. D'où des courbes, des fois. On n'a pas le droit de choisir, mais on peut influer. On a un droit d'influence. Non, il faut rester cool là-dessus. On les freine plutôt en général. Voilà. Contrairement, en général, on aurait tendance à croire que c'est plutôt nous qui regardons et qui leur disent d'être sûr. Et les stories qui ne sont pas terminées, justement. Alors les stories qui ne sont pas terminées, du coup, ne comptent pas dans la vélocité. Donc ça donne un petit coup moral parfois. Du coup, on se retrouve avec un sprint qui était prévu, je dis n'importe quoi, pour 35 points au départ. Et à la fin, il n'y a que 25 points. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces stories-là? Tout simplement, on les reporte sur le sprint d'après, quoi. Si c'est toujours d'actualité, si elles sont toujours prioritaires, parce que tout peut changer. Elles valent toujours le même nombre de points. Alors, attends, non, les points sont réestimés en fonction de ce qui reste, en fait, de ce qui reste à faire. Mais alors, les points développés sont perdus. Enfin, ils sont pas...
c'est une manière aussi de faire en sorte que les développeurs n'attaquent pas tout en même temps. Parce que quand ils attaquent tout en même temps, ils font progresser un petit peu chaque story, et à la fin, on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps de finir, on finit rien. Et on peut faire un sprint à 0 avec ça. Donc là, l'idée, c'est de dire, vous commencez une story, essayez d'aller au bout, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il vaut mieux laisser tomber 2-3 stories, ne pas du tout les faire si on les sent pas, plutôt que de les attaquer pour rien et de perdre du temps sur d'autres stories qui, elles, auraient pu être terminées, quoi. Et à quel moment, justement, s'il y a beaucoup de stories en cours, etc., c'est toi en tant que PO qui, à un moment donné, fait bon, on va se mettre autour d'une table parce que là, vous êtes censé présenter une bêta bientôt, donc, et vous n'allez pas y arriver, ou c'est eux-mêmes qui doivent s'autogérer? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous retrouvez pas avec une bêta qui justement, peut pas tourner ou qui est en régression parce qu'il y a une partie de la fonctionnalité? Parce que dire que le scénario ne va pas se faire, peut-être que les mecs ont mis en place d'autres fonctionnalités, et que tu as à un moment donné où si une tâche n'est pas faite, tu vas pas pouvoir faire tourner ta démo client. Ouais, alors là en fait... En fait, c'est plus la question de qui impulse à ce moment-là. C'est toi qui es en amont ou c'est Scrum Master qui va dire à l'équipe attention, là on va prendre un mur, donc ressortez du scope les stories qui sont pas... Alors normalement, effectivement, c'est le rôle du Scrum Master de faire ça. Maintenant, voilà, on est une petite équipe, c'est vrai que c'est un peu tout le monde. Quand il y a des dérives, on les détecte assez vite, on en discute librement. Les daily scrum sont faits pour ça aussi. Comme chaque jour, tu fais un point, tu vois vite. Et tu as émis une question, je sais pas, il y avait plusieurs questions, il m'a semblé, dans ta question. Le fait de dire qu'une fonction influe sur une autre et si elle finit, il y a une régression technique, ça, c'est pas possible normalement. Parce que la story, une fois qu'elle est done, elle est finie, elle est en bêta, elle fonctionne, elle est autonome. S'il y a une dérive entre les deux, soit on les redécoupe, on les fait ensemble. Donc tu ne peux pas te permettre de faire, je ne sais pas si c'était ta question détournée, mais... Justement, le fait que tu as plusieurs stories en même temps, qui, à un moment donné, tu dis, bon, on va tout arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné... En fait, on fait en sorte que les stories ne soient pas trop dépendantes l'une des autres. Les unes des autres, quoi. Ça, c'est un peu le jeu. Oui, ça arrive, mais... On ne le met pas en prod, on peut la laisser en bêta, la story, par exemple. Voilà, parce qu'attention, faut discerner le fait qu'on met en bêta. C'est-à-dire, quand on dit en bêta, en fait, c'est complètement interne. En bêta, on le présente à notre représentant des clients, qui est ici. Donc, si on lui présente une story et pas une deuxième, alors que la fonctionnalité, c'est vrai que ça serait plutôt ces deux stories ensemble, c'est pas très grave. Au moins, il va voir que voilà, cette story est terminée. Il ne reste plus que la deuxième story à faire. Par contre, après, les mises en prod, ça, c'est notre histoire. Quand on fait une mise en prod pour les clients, effectivement, là, on fait attention que les choses soient cohérentes. Voilà. Et la mise en prod, normalement, c'est moi qui l'ai choisie. C'est-à-dire qu'à chaque fin de sprint, je dois pouvoir dire, là, on met en prod. Voilà. Parce que c'est fini. Là, toujours l'idée que je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire, non, j'ai mis ça, mais bon, là, il faut que je retouche un truc, l'aide n'est pas prête. Voilà. Et ça, c'est important, parce qu'au moins, en termes de management, côté client, on gère comme on veut, quoi. D'ailleurs, les mises en prod, ça a été un petit sujet, parce qu'on faisait des mises en prod qui étaient lourdes, pas lourdes. Ça a touché le sprint, on n'a pas pu le faire, elle était importante. Donc on crée des tâches maintenant de mise en prod, comme ça on les planifie, on les pokérise et on les fout dans le prochain sprint. Comme ça ils sont pris dans le travail. Une petite, Tout ce qui impacte l'équipe, globalement, on essaye d'en faire des stories, quoi. Voilà. Et il y a les bugs aussi, on a une petite zone bug et les bugs sont prioritaires. Ça, c'est défini chez nous, il y a des bugs et les bugs sont prioritaires. On fait toujours un point pendant la revue sur les bugs qu'il y avait, les bugs traités, etc. C'est petites, on ne parle pas de tout, mais il y a plein de choses qui vont autour. Pardon. Attends, il était, vas-y. Le découpage des tâches, en fait, c'est comment vous choisissez de découper les sprints en tâches, c'est quoi vous dites, on va essayer de répartir ça sur plusieurs développeurs. Non, alors, le sprint est découpé en story. On rentre des stories, voilà, et donc chaque story est découpé en tâches. Voilà, ouais, c'est de ma faute. Chaque story est découpé en tâches. En fait, c'est les développeurs, ils se mettent autour de la table et ils disent, bah voilà, pour pouvoir arriver à ça, il faut qu'on fasse ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puis ta question n'est pas bonne, c'est que tu dis pas, c'est l'équipe qui s'engage. Donc les stories, nous on les priorise, priorité client, et eux s'engagent. Mais il n'y a pas, même si tu le fais un petit peu, c'est-à-dire qu'on a un webmaster qui s'occupe du web, si on prend 10 tâches web, on sait qu'il va se manger, il n'arrivera pas, et les autres. Donc il y a quand même ce truc à prendre en compte, mais c'est l'équipe qui s'engage. Donc à un moment donné, tu as pris 3 stories web et une story dev pure. Une fois que tu as fait le dev est fini, si les 3 stories ne sont pas finies, qu'il reste 3 jours, toute l'équipe doit aller des Fab, notre webmaster, et tout le monde doit se mettre au web pour finir les tâches et pour respecter l'engagement. Donc on ne fait pas par rapport au bonhomme, même si nous, en off, les tâches, on les propose et on les priorise par rapport à ça quand même un petit peu, on le prend un peu en compte. Une personne va être estimée
Une story. Story. Ouais. Donc au moment du poker, Ouais. en tête, il faut qu'il y ait la liste des tâches. Oui, voilà. Donc, Alors ça, c'est. il y a le découpage un peu qui se fait quelque part. Ouais. Pratiquement, comment ça se passe En fait, chacun a une vue un petit peu de la difficulté de. Ça, c'est l'expérience après sur le projet. C'est-à-dire qu'un nouveau développeur, c'est sûr qu'il va être embêté pour estimer une story, quoi. Il saura jamais quoi dire. Par contre, au fur et à mesure, tout le monde connaît le projet et on voit à peu près. C'est-à-dire qu'on sait à peu près que cette story-là, elle va prendre, elle va nous imposer de faire ça, à peu près. On est toujours un petit peu dans le, dans l'approximatif, forcément. Et du coup, par contre, au moment du planning poker, c'est pas silencieux. C'est-à-dire que tout le monde discute, tout le monde dit attention, il faut penser, il y a ça à faire, etc. Donc ça, c'est une phase, mais on va dire pour l'estimation simplement. Et après, il y a la deuxième phase qui est le découpage. Là, vraiment, on dit il y a ça à faire, il y a ça à faire. Là, c'est beaucoup plus précis, quoi. Ça prend plus de temps. Et c'est fait exprès, parce que si tu passes trop de temps à la définition de ta tâche, à la découper, et que cette story, au final, tu la prends pas, c'est tout ce temps-là qui a été fait. C'est pour ça que le temps, il est obligé aussi, tu es obligé un peu au moment de sentir les choses. Allez. Merci.